Bonjour à tous, chers survivants. Comme vous avez pu le constater, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de chronique du chaos. Et bien tout simplement parce que ça met du temps à arriver à la destination de la prochaine chronique. Mais en attendant, on va vous faire donc cette petite vidéo sur numéro 9. C'est un film d'animation comme on en voit peu, avec un propos assez particulier, un monde post-apo et un style assez steampunk qui est déjà assez rare dans le cinéma en live action. Alors voir du post-apo steampunk dans un film d'animation, ça tient un peu du miracle. Usez solidement vos membres et préparez-vous à rencontrer la machine. Numéro 9 est un film d'animation sorti en 2009, réalisé par Shane Hacker et carrément produit par Tim Burton en personne. C'est une adaptation en long métrage de 9, le court métrage également réalisé par Shane Hacker qui a été nominé aux Oscars. Et souvent, là où il y a Tim Burton, il y a Danny Elfman à la musique. L'année 2009 a été pas mal marquée par la science-fiction au cinéma. Après la méga claque cosmique qu'était District 9 par exemple, difficile de marquer les esprits avec autant d'impact. Pourtant, numéro 9 mérite cette attention. Il n'a pas fonctionné malgré un casting assez intéressant avec Elijah Wood dans le rôle principal, Martin Landau dans le rôle de numéro 2 et la ravissante Jennifer Connelly dans le rôle de numéro 7. Par la sainte bombe, j'adore cette actrice. On peut incomber le non-succès de ce long métrage à plusieurs facteurs, mais il y a une constante avec ce genre de film. Les films d'animation qui n'ont pas pour cible les enfants. En fait, sa critique est plutôt bonne, mais le problème réside dans le fait qu'il a été oublié très vite et selon nous, il aurait mérité un meilleur succès au box-office. Il y a un a priori des parents sur ces films qui se rendent compte que ce n'est pas pour les enfants et donc ne recommandent pas, et aussi les adultes qui ne s'attendent pas à quelque chose de mature en allant voir un film d'animation. Ce n'est évidemment pas une vérité absolue et même plutôt une extrapolation, mais on commence à cerner un schéma qui se répète pour ces films. L'animation a gardé son statut enfant dans l'inconscient collectif dont elle a du mal à se débarrasser aujourd'hui et qui lui porte préjudice. Cela dit, numéro 9 n'a peut-être pas su trouver sa cible ni son ton, et en résulte une œuvre bâtarde un poil trop mature pour les enfants, mais pas assez pour les adultes. Ce n'est pas non plus une œuvre de type teen movie, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez du post-apo steampunk teen movie nul, allez voir Mortal Engine, ce sera pile à votre goût, espèce de sauvage. Bref, on n'est vraiment pas là pour parler des raisons de son échec, mais au contraire de tenter de sortir cette petite gemme de l'ombre. Parce que c'est ce qu'on fait. 9 est une minuscule petite machine créée par un inventeur un peu avant la fin du monde tel qu'on le connaît. Enfin, tel qu'on le devine parce qu'il ne semble pas s'inscrire dans un pays ou une époque précise. L'environnement avec les affiches de propagande, l'architecture et la technologie nous laissent comprendre qu'on est dans les ruines d'une région en période de révolution industrielle sous le contrôle d'un régime totalitaire. On interprète assez vite la présence d'un mouvement révolutionnaire qui est venu s'opposer à ce régime. Ici, la direction artistique envoie des obus de 800 tonnes. On est dans un univers steampunk, post-apocalyptique et à la limite du dieselpunk. On met beaucoup d'accent sur le style de la direction artistique, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais le steampunk, ce sont des univers rétro-futuristes qui se basent sur une époque post-victorienne avant la Première Guerre mondiale où on a donc essentiellement des technologies qui marchent à la vapeur. Pour ce qui est du dieselpunk, on est plus dans des styles début mi-20e avec une influence beaucoup plus art déco comme c'était le cas par exemple dans BioShock. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur BioShock, et justement dans numéro 9 on sent de fortes inspirations de la Première Guerre mondiale, sauf que celle-ci aurait eu lieu contre des machines. Et vraisemblablement tout le monde a perdu. Ou presque. Donc on a numéro 9 qui se réveille là au milieu de ce merdier silencieux et il est récupéré par deux. Un autre petit robot tout gentil et tous les deux ils sont récupérés par un autre robot, alors pas petit ni gentil, compris, un robot géant meurtrier post-apo rafistolé avec un crâne de chat. Ok. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on voit tout du point de vue de nos héros. Oui, mais nos héros sont minuscules, du coup tout paraît gigantesque. Ça ajoute vraiment au sentiment de monde hostile et plein de dangers inconnus, mais ça ajoute aussi au côté post-apo où on trouve des utilisations nouvelles à des objets qui n'avaient qu'une seule utilité avant l'apocalypse. C'est un thème principal du post-apo, et le décliner à l'utilisation des petits êtres, c'est terriblement ingénieux. Cela, pas cela. 2. Le petit bonhomme qui avait aidé notre héros se fait enlever par l'horrible machine à tête d'os. Finalement, c'est 5 qui le trouvent et le recueillent là où une poignée d'autres compagnons similaires se cachent depuis un certain temps, dans une ancienne église, du moins on dirait bien. On y rencontre le maître des lieux, qui est marre. Désolé, mais moi il m'y fait penser, laissez-moi tranquille. Donc 1 est logiquement le premier des petits robots qui a guidé tous les suivants en sécurité. On comprend vite que chacun des petits bonhommes a un trait de personnalité très ancré qui se ressent dès les premiers dialogues. Normalement en narratologie c'est une faiblesse, on ne caractérise pas un personnage par un seul trait de personnalité. Ça en ferait au mieux des archétypes et au pire des bons gros clichés sa mère. Et puis même dans la vie de tous les jours, on n'est pas caractérisé par un seul trait de personnalité, ça ferait de nous des coquilles vides. Mais ici, dans numéro 9, c'est un choix qui a été fait. Ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus.
Forcément, avec ce qu'on a vu au début du film, la nature curieuse de numéro 9 va rentrer en conflit avec la tendance perfectionniste de Kemar. Oui bon, on va l'appeler comme ça, hein. Donc notre petit numéro 9 veut retrouver son sauveur et se mettre à la poursuite de la bête. Et très bonne bière la bête, je vous la recommande. Sauf qu'il est hors de question pour Kemar de faire ça, on ne suit pas un monstre pareil dans un endroit pareil. Bon finalement on y va quand même, blablabla, voyage initiatique, et à ce moment-là on en apprend plus sur les origines de ce monde et surtout sur nos personnages. Et je vais arrêter de raconter l'histoire à partir de là parce que sinon ça n'aurait plus d'intérêt. Ceci dit, il y a 3 choses qui m'ont frappé. Déjà les bandits dans le bar à cause de l'histoire de l'extincteur, la mort soudaine de certains personnages, et l'apparence des machines avec ces séquences qui tiendraient presque de l'horreur. Notamment à cause de ce truc-là. Non mais imaginez un instant que cette séquence a été tournée avec des êtres organiques. C'est très intéressant de voir que ces machines ont l'apparence de prédateurs animaux. On est ancré dans un monde où les machines ont paradoxalement une image très primitive à l'égal du monde animal. Seulement, c'est peut-être traité de façon un peu trop crue et mature pour des enfants. C'était un peu le problème qu'avait eu le film Dark Crystal, une belle direction artistique, mais avec des mises en scène un peu trop agressives au goût des parents qui ne veulent pas voir l'innocence de leur progéniture en péril, avec des monstres un peu trop monstrueux ou avec des scènes explicites de meurtre. Oh ouais, ça va, hein, exagérez pas les parents. J'ai moi-même grandi dans un local enfermé avec, pour seule culture, des films violents, des jeux vidéo de guerre et des romans d'horreur, ça n'a pas fait de moi un malade mental. Et de toute façon, le premier qui dit ça, je lui poinçonne les tétons et je le transforme en hamac, compris ? On en revient à ce problème où on a du mal à déterminer quel ton veut choisir le film. J'ai eu exactement la même réflexion avec Alita qui semble se vouloir teen movie, mais en même temps on voit bien que Rodriguez la merguez veut découper des gens à tout va et montrer des trucs bien crades. C'est un peu moins flagrant dans numéro 9, cela dit, et il se tient plus à son ton de départ, bien qu'on prenne un peu de temps à cerner ce dernier. D'ailleurs, dans le casting d'Alita, vous noterez la présence de... Jennifer Connelly. T'étais pas obligé de choisir cet extrait, c'est même pas représentatif de... Madame Jennifer Connelly. Je vais te le planter dans l'œil ton drapeau bite. Alors, juste avant, on vous parlait de la personnalité et de la caractérisation des personnages, et on disait qu'on allait revenir dessus. C'est vrai. Mais pas maintenant. MDR. Donc, on vous a aussi dit que les personnages mourraient de manière assez soudaine, et ça va soulever un point assez intéressant et même central du film d'après moi. Ce qui nous amène au sentier du spoiler, donc pour ceux qui ont déjà vu le film, pas un geste. Les autres, faites un backflip jusqu'à ce timecode, on se retrouve là-bas. Allez, on vous regarde. Ok, alors on a un certain nombre de petits bonhommes qui décèdent sous nos yeux. Et ça rejoint la question du ton, parce qu'on ne s'attend vraiment pas à ce qu'ils meurent, et surtout, vu la façon dont ils meurent, on se dit qu'en fait, ils sont pas vraiment morts, n'est-ce pas? Eh bah si. Leur âme a beau être piégée dans la machine, elle a été séparée de leur corps, donc fini, elle ne le retrouvera plus. Et la première fois, c'est quand même un petit choc, franchement. Tout le long du film, on se dit vraiment qu'ils vont revenir. Ouais mais non, c'est plutôt dur. Et c'est en ça qu'on apprend ce que c'est que le deuil. On apprend à voir des gens partir, et à vivre avec en sachant qu'ils ne reviendront pas. Il n'y a pas de détour avec la mort. C'est pas en Marvel. La dernière séquence du film exprime très bien ce moment de laisser partir, pour que la vie puisse continuer, voire reprendre en l'occurrence. Et dans le cas de Kemar, je dirais même que le sacrifice permet à la vie de reprendre. Mais bon, là on va rentrer dans les discours sur la transcendance et tout ça, et je suis pas certain que le film ait voulu aller aussi loin. Nos petits êtres ne sont pas que des machines, ils sont les fragments de l'âme de son inventeur qui voulait préserver la vie à travers eux. Vous commencez à sentir le pattern là ? Donc si nos personnages sont aussi marqués par un trait de personnalité, c'est tout simplement parce qu'ils sont le trait d'un type personnifié. Intéressant comme supérieur narratif. Cela dit, je pense justement que comme on les voit évoluer les uns après les autres, on comprend qu'ils sont bien plus que ça, et pas juste des Sims pétés en sac à patates. Le thème est finalement assez commun, mais c'est plutôt rare de le voir abordé de manière aussi frontale et subtile à la fois. Nous ne sommes pas définis par ce à quoi on nous prédestine, mais par ce que l'on fait. Numéro 9, c'est une œuvre véritablement originale autant par sa forme que par son traitement. Il a plus à raconter qu'un simple voyage initiatique. Au contraire, il s'en sert pour le déconstruire pour mieux nous parler de nous-mêmes. En tant qu'être humain, avec nos personnalités paradoxales et uniques à la fois. Si vous l'avez déjà vu, redonnez-lui une chance, et si c'est pas encore le cas, bah vous attendez quoi? Foncez! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, chers survivants, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Salut! Salut! Fin de transmission.